Aujourd'hui, une centaine d'années seulement après les débuts de la civilisation de l'automobile, on estime que l'humanité a déjà brûlé la moitié des réserves mondiales de pétrole que la nature avait mis des millions d'années à produire. Dès la découverte massive de pétrole à la fin du 19e siècle, se constituent de grandes compagnies baptisées majors pour l'extraire, le raffiner, le transporter et le commercialiser. Okay, girl, ready for shot point 25. Par leur puissance, leur savoir-faire et leur dimension internationale, ces majors, pour la plupart anglo-américaines, vont marquer de leur empreinte hégémonique toute l'histoire moderne de l'or noir. Bien que modeste, le coup d'envoi de la ruée vers l'or noir est entré dans la légende. Il est donné à Titusville, en Pennsylvanie, un état de la côte est des États-Unis, au bord d'une petite rivière si riche en indices pétroliers qu'on l'avait baptisée Oil Creek, la crique au pétrole. Au tout début, comme vous le savez, le pétrole suinte de la roche, donc il était très facile de repérer l'écume qu'il formait sur les cours d'eau. Certains même le recueillaient dans les petites rivières. La présence de pétrole était visible à l'œil nu grâce à ces suintements, comme on les appelle, qui étaient nombreux en Pennsylvanie. En 1859, Edwin Drake fut le premier homme à forer délibérément le premier puits dans le but de trouver du pétrole. Il fora à une profondeur de 25 mètres environ et le pétrole jaillit. Bien sûr, dès la première goutte, les gens comprirent que cela avait de la valeur et qu'il y en avait dans le sous-sol. Alors ils forèrent un autre puits. En à peine 5 ans, on comprit la relation qui existait entre la présence de pétrole et la structure géologique du terrain. La géologie était déjà une science à l'époque et donc on était en mesure de faire la relation entre ces structures appelées anticlinales, qui ont la forme d'une voûte, comme si la roche avait été pliée, et le pétrole qui se dépose dans le creux de cette voûte. Ces chercheurs procédaient de manière empirique lorsqu'ils trouvaient une de ces structures contenant du pétrole. Ils la suivaient puis en cherchaient d'autres. Dès les toutes premières années du forage, on avait déjà tout compris à la prospection du pétrole. Drake, petit aventurier en quête de fortune, qui se prétendait colonel pour asseoir sa réputation et trouver des commanditaires, est l'archétype des pionniers du pétrole américain qui vont bientôt lui succéder. Après sa découverte, une véritable frénésie d'exploration gagne toute la Pennsylvanie. En quelques années, malgré la guerre de sécession qui ravage les États du Sud de 1861 à 1865, la fièvre de l'or noir se propage à travers tout le pays jusqu'en Californie, alors que s'achève la conquête de l'Ouest avec la construction du chemin de fer transcontinental.
Dans cette seconde moitié du 19e siècle, avant même l'avènement de l'automobile, la demande en pétrole s'accélère avec le développement du chemin de fer et du machinisme, grand consommateur de lubrifiants industriels jusqu'alors tirés de l'huile de baleine. Mais la destruction massive des grands cétacés, victimes de campagnes de chasse intensives, provoque la chute de la production et la flambée des prix. Les lubrifiants, dérivés du pétrole, plus efficaces et meilleurs marchés, prennent alors le relais, sauvant du même coup les baleines d'une disparition certaine. À la même époque, l'éclairage domestique connaît une importante mutation quand se démocratise la lampe à pétrole, jusqu'alors réservée à la bourgeoisie. Les points de vente de pétrole lampant ou kérosène se multiplient jusque dans les zones les plus reculées du monde. Pendant les années qui suivent, les découvertes se succèdent. En Oklahoma comme en Louisiane, dans l'Ohio comme au Texas, les forêts de derrick qui poussent alors sont si denses qu'on peut, selon la chronique locale, passer d'un derrick à l'autre sans poser le pied à terre. La raison principale de cette exubérance est liée à une singularité de la législation américaine. Aux États-Unis, contrairement à la plupart des pays occidentaux, les richesses du sous-sol n'appartiennent pas à l'État, mais aux propriétaires du sol. Profitant de cette législation, des milliers de petits propriétaires s'improvisent prospecteurs du moindre lopin de terre qu'ils possèdent. Dans certains États, où le pétrole coule à flot, la marée noire menace et les prix du brut s'effondrent, faute d'une bonne organisation des propriétaires de puits. Et c'est bientôt l'anarchie. Un jeune homme ambitieux de 24 ans, John D. Rockefeller, comprend rapidement le parti qu'il peut tirer de cette situation pour faire fortune. On disait de lui, Dieu a créé le monde, Rockefeller l'a remis en ordre. Il l'a fait avec une intuition de visionnaire, une impitoyable énergie et un mépris absolu des lois. Risquez vos dollars à chercher de nouveaux gisements, disait-il aux prospecteurs. Quand vous aurez trouvé du pétrole, vous devrez vous adresser à moi pour le transporter, le raffiner et le commercialiser. Et c'est ainsi qu'en 1870, à l'âge de 31 ans, Rockefeller fonde une société qui va devenir légendaire, la Standard Oil Company. Le coup de génie de Rockefeller a été de standardiser la production de produits raffinés. Tout est dans le mot standard que l'on trouve dans le nom de son groupe, du groupe de l'Empire qu'il a créé. À partir du moment où l'on pouvait mettre sur le marché un produit ayant des normes, des spécifications standards pouvant être utilisées par des gens très différents, la voie a été ouverte à l'utilisation à grande échelle du pétrole. Et en particulier par les voitures automobiles, puisque les deux industries se sont développées en parallèle à cette époque. Les automobiles avaient besoin d'un produit standard et le pétrole avait besoin d'un marché standard, en quelque sorte. Donc le coup de génie de Rockefeller est d'avoir vu, d'avoir perçu cette fenêtre d'opportunité et de l'avoir saisie. Dès ses débuts, Rockefeller s'emploie à imposer sa loi aux petits propriétaires de puits et à éliminer méthodiquement ses concurrents. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Chantage, corruption de magistrats et de politiciens, espionnage industriel, violence. C'est le cas de la guerre qu'il livre aux propriétaires de pipeline. Quand ils lui résistent, il n'hésite pas à leur envoyer ses hommes de main pour saboter leurs installations. Sa soif de conquête est sans borne. Par le biais de 70 sociétés regroupées au sein de la Standard Oil, Rockefeller instaure en quelques années un véritable empire pétrolier. Au pays de la libre entreprise, cette puissance tentaculaire fait de Rockefeller l'homme le plus haï des États-Unis. De violentes campagnes de presse se déchaînent contre lui. De plus, en 1890, sous la pression des pétroliers indépendants qui courent à la faillite, le Congrès américain vote le Sherman Antitrust Act pour briser l'hégémonie de la Standard.
Après 20 ans de procédure, Rockefeller est enfin condamné au démantèlement de la Standard en 34 compagnies concurrentes. Malgré cet accident de parcours, il parvient à préserver son pouvoir, sa fortune et son influence sur le monde des pétroliers. John D. Rockefeller s'est lancé dans les affaires peu de temps après la découverte du puits de Drake. Il était un génie de l'organisation et un concurrent impitoyable, deux traits de caractère indispensables à cette période. Il se rendit vite compte que cette industrie était en proie au chaos. Ayant le mental et l'âme d'un comptable, il comprit qu'il était la personne toute désignée pour pouvoir ordonner ce chaos. Et sur une période de 30 ans, il mit en place un modèle d'intégration verticale, associant le raffinage au transport, à la distribution, à la production, etc. Dans les 50 ou 75 années qui suivirent, ce système est devenu aux États-Unis le modèle pour toutes les majors et toutes les compagnies du secteur pétrolier. Dans le processus de mondialisation industrielle qui s'accélère au début du XXe siècle, ce modèle trouve à s'incarner de l'autre côté de l'Atlantique, sous le blason anglo-néerlandais de la coquille Saint-Jacques. La Royal Dutch Shell est née d'une rencontre entre deux aventuriers, Marcus Samuel et Charles Deterding. Le premier est à la tête d'une compagnie maritime, la Shell, qui, comme son nom l'indique, transporte des coquillages exotiques des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, vers la Hollande. Le second est le patron d'une petite compagnie pétrolière, la Royal Dutch, qui exploite un gisement proche de Sumatra. Après s'être livrés à d'impitoyables batailles commerciales, les deux hommes s'associent en 1909 au sein d'une société holding, la Royal Dutch Shell. La Royal Dutch Shell a été l'une des premières à avoir contribué à la mondialisation de l'industrie pétrolière internationale. Une des deux premières en réalité, l'équivalent européen de la Standard Oil de John D. Rockefeller, si vous voulez. L'homme le plus puissant de cette nouvelle donne était Henry Deterding. Il était vraiment l'équivalent européen de John D. Rockefeller aux États-Unis. Il parvint, avant la Première Guerre mondiale, à faire de la Royal Dutch une compagnie pétrolière mondiale. Rapidement, la Royal Dutch Shell se retrouve en compétition avec la Standard Oil sur tous les champs pétrolifères du monde, comme en Roumanie, sur la bordure des Carpates, où s'ébauche, dès la fin du XIXe siècle, une véritable mutation industrielle à partir d'un artisanat du pétrole vieux de plusieurs siècles. Malgré la présence de nombreuses compagnies étrangères, la Shell et la Standard Oil contrôlent la majorité des richesses pétrolières du pays. Mais c'est en Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne, dans la région de Bakou, que la concurrence entre les majors se fait la plus rude. Elle est à la mesure des gisements qu'on y découvre, comme celui de Bibi Hebat, l'un des premiers gisements géants du monde, mis en exploitation en 1901. 2500 ans auparavant, les feux éternels de Bakou, qui s'allumaient spontanément, avaient constitué le fondement du culte persan de Zarathustra. Depuis cette époque, l'exploitation du pétrole de surface n'avait jamais cessé. Dès les années 1875, les frères Nobel, auxquels s'associent les Rothschild, puis la Shell, donnent l'impulsion à une exploitation rationnelle des gisements. Elle se prolonge par la construction d'un chemin de fer, puis d'un pipeline, Bakou-Batoum, sur la mer Noire, point de départ du pétrole lampant distribué en Europe occidentale. Au début du XXe siècle, alors que la lampe à pétrole est sur le point d'être détrônée par le gaz d'éclairage puis par la fée électricité, s'ébauche la plus grande révolution des transports de tous les temps. Elle va donner au carburant tiré du pétrole le rôle majeur qu'il conserve aujourd'hui. Au tournant du XXe siècle, cette industrie produisait du kérosène uniquement pour le chauffage et l'éclairage.
Au même moment, aux États-Unis et en Europe, il y avait une demande pour une forme d'automobile. Un moteur à vapeur électrique ou à combustion interne était en compétition dans l'industrie automobile. En 1900, on ne pouvait pas encore dire quelle forme prendrait l'automobile du futur. Lorsque des gisements de pétrole géants furent découverts au Texas, ainsi que d'autres plus tard, en Oklahoma, en Louisiane et dans le sud-ouest des États-Unis, il n'y eut plus aucun doute que le pétrole serait la source d'énergie de l'industrie automobile. Une fois que cela fut clair, Henry Ford et d'autres se sont lancés dans la fabrication industrielle de voitures à essence. Dans les années 1910 et 1920, l'industrie automobile et la consommation de masse d'essence devinrent le moteur principal de la croissance de l'industrie du pétrole. Comme pour le pétrole, les États-Unis sont le berceau de l'industrie automobile. Elle va radicalement bouleverser les modes de vie de cette nation de pionniers et la hisser au premier rang des pays industriels. Le maître d'œuvre de cette révolution est un jeune fermier du Michigan, fou de mécanique, Henry Ford. En 1896, il fabrique de ses mains son premier véhicule automobile, un quadricycle à moteur de 4 chevaux. Rapidement, Ford mesure les immenses potentialités de ce nouveau moyen de transport, jusqu'alors confiné dans un artisanat de luxe destiné à une riche clientèle. Mais son rêve d'une voiture populaire, donc à bas prix, se heurte au coût élevé de la fabrication. Il résout ce problème en adoptant dans ses usines de Détroit les méthodes de l'économiste et ingénieur Charles Taylor, le théoricien de l'organisation scientifique du travail industriel. Avec la chaîne de fabrication et la segmentarisation du travail, qui transforme les ouvriers en véritables machines humaines à haut rendement, Ford possède enfin les moyens de ses ambitions. C'est ainsi qu'en 1908, il lance la fabrication d'une voiture de conception révolutionnaire, à la fois robuste et bon marché, sorte de Jeep avant la lettre, le fameux modèle T qu'il avait conçu un an plus tôt. Commercialisé à 15 millions d'exemplaires en 15 ans et diffusé dans le monde entier, le modèle T, symbole de la civilisation de l'automobile, marque le triomphe des carburants dérivés du pétrole. L'avènement de l'automobile provoque une intense compétition entre l'Europe et les États-Unis dans tous les domaines des moyens de transport, terrestres, aériens et maritimes, utilisant le moteur à combustion interne. L'avion connaît alors une victoire définitive sur les objets volants plus légers que l'air, dérivés de l'antique montgolfière. Dans le domaine maritime, l'adaptation du moteur diesel, alimenté au mazout, marque la première atteinte à la suprématie du charbon comme source d'énergie. Cette mutation de la technologie navale est à l'origine de l'intérêt précoce pour le pétrole du gouvernement britannique, alors au fait de sa puissance maritime. Le pétrole prit une grande importance pour le gouvernement britannique au début du XXe siècle. En effet, il représentait pour la marine royale un carburant bien supérieur au charbon. Or, à cette époque, la Grande-Bretagne était en compétition avec l'Allemagne impériale pour la suprématie maritime. C'est la raison principale pour laquelle le gouvernement britannique a commencé à considérer la portée stratégique de son approvisionnement en pétrole. L'Anglo-Persian Oil Company, l'actuelle British Petroleum, la BP, est le symbole de cette volonté politique. Sa naissance, en 1901, est digne d'un roman d'aventure. À la fin du XIXe siècle, un archéologue français, Jacques de Morgan, constate, lors d'une expédition de fouilles en Perse, des efflorescences de pétrole dans la zone frontalière avec l'actuel Irak. Un riche Anglais propriétaire de mines d'or en Australie, William Knox Darcy, s'intéresse à sa découverte. Après expertise d'un géologue, Darcy obtient du Shah de Perse, par l'intermédiaire de son grand vizir, un droit de concession minière contre un magot en pièces d'or. Les débuts sont héroïques. Les intrépides foreurs de Darcy sont contraints de transporter une chaudière à vapeur sur roue métallique sans ressort. Un monstre tiré par des mulets sur des pistes de bergers à travers des régions semi-désertiques situées à 200 km du port d'Abadan.
À cette époque, l'économie de la Perse était plutôt sous-développée. De plus, les lieux où s'effectuait la recherche du pétrole étaient assez éloignés de Téhéran et du gouvernement central, qui avait assez peu de pouvoir dans les zones reculées du pays. Donc, les équipes qui travaillaient à l'exploration pétrolière le faisaient dans des conditions très difficiles. William Knox D'Arcy envoya une équipe que dirigea l'Américain George Reynolds. Il n'y avait pas d'infrastructure dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il n'y avait pas de route, aucune source d'énergie, rien pour faciliter la mise en œuvre de ces opérations. Donc, il fallait improviser constamment. Le transport se faisait grâce à des chariots et à des mules. Leur matériel de prospection venait principalement de Grande-Bretagne ou d'outre-mer. Alors, lorsqu'ils les recevaient, ils étaient pour la plupart endommagés ou incomplets. Le climat était très rude. La sécurité posait de gros problèmes car c'était les tribus locales et non le gouvernement central qui contrôlait les zones où s'effectuait la prospection. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Ils étaient de vrais pionniers du pétrole. Après 7 ans de déception et de difficultés, ils trouvèrent enfin un gisement géant. D'Arcy dépense vainement des fortunes en forages stériles. L'amiral Fisher, partisan acharné de la conversion de la flotte de guerre au mazout, est son seul allié. 3 ans plus tard, à demi ruiné, D'Arcy décide d'abandonner. Mais le message qu'il envoie de Londres à son équipe se perd en route et les forages continuent. Quand le 26 mai 1908, une formidable explosion ébranle la zone de Majid Isuleyman, littéralement la mosquée de Salomon. Elle est suivie d'un jaillissement de brut d'une hauteur de plus de 15 mètres. Pour fêter cette découverte, qui le sauve de la ruine et marque les débuts de l'histoire du pétrole moyen-oriental, D'Arcy aurait cité ce verset du psaume 104 tiré de la Bible. Il extrait de terre de l'huile pour faire resplendir son visage. Après la création de l'Anglo-Persiane en 1909, son impératif fut de développer ce gisement de pétrole géant en Iran, qui était le premier gisement de cette importance à être découvert au Moyen-Orient. L'Anglo-Persiane avait là un avantage certain sur ses concurrents. Si cette compagnie put devenir aussi importante dans l'industrie pétrolière internationale, c'est parce qu'elle fut la première à s'installer au Moyen-Orient. Elle dut son développement à l'exploitation de ce gisement et à la construction d'un pipeline et d'une raffinerie qui permirent la mise en vente de ces produits répondant aux demandes des automobilistes qui commençaient à être nombreux à l'époque et de l'industrie navale également. La façon dont l'Anglo-Persiane se développa plus spécifiquement fut qu'elle devint, comme la Royal Dutch Shell, semblable aux autres grandes compagnies américaines de l'époque. Elle adopta une structure similaire et devint ce que l'on appelle aujourd'hui une compagnie pétrolière verticalement intégrée. Elle se lança dans tous les secteurs de l'exploration et production de pétrole brut, à son raffinage et à la commercialisation des produits dérivés du pétrole par ses propres circuits, c'est-à-dire ses propres stations-service, ses propres magasins de vente au détail. Elle avait également de gros contrats avec la Marine royale britannique ainsi qu'avec d'autres clients. Elle put affirmer sa présence au niveau international grâce à sa possibilité de disposer de grandes quantités peu chères à produire de pétrole brut perse. Ce fut la clé de son succès. Le gouvernement britannique prend une part majoritaire dans la gestion de l'anglo-iranienne, à l'initiative du jeune ministre de la Marine de l'époque, Winston Churchill, convaincu de l'importance stratégique majeure du pétrole dans les futurs conflits. La Première Guerre mondiale qui éclate alors devait, hélas, lui donner raison. Elle débute pourtant de manière traditionnelle, par d'héroïques charges de cavalerie conjuguées à des assauts massifs de l'infanterie, la reine des batailles. Mais déjà s'ébauche une véritable révolution dans l'art de la guerre. Le glorieux épisode des taxis de la Marne en est le prologue. En 1914, 1100 taxis parisiens G7 sont réquisitionnés pour transporter d'urgence 5000 fantassins sur la ligne de front que l'armée allemande menace de déborder. Grâce à la rapidité de cette intervention, Paris est sauvé de la capitulation. Le grand tournant s'opère 2 ans plus tard, quand après la terrible bataille de Verdun, tous les états-majors adoptent le concept de guerre industrielle.
Il est fondé sur un emploi massif d'engins motorisés, chars d'assaut, camions transport de troupes, artillerie autotractée, avions, sous-marins, qui donnent aux armées une capacité de mouvement et de destruction d'une ampleur inconnue jusqu'à cette époque. Dès lors, la possession de pétrole devient un enjeu vital pour les pays en guerre. Les Français, totalement dépendants de leurs alliés britanniques pour leur approvisionnement pétrolier, sont pris au dépourvu par cette révolution. Leurs réserves s'épuisent. En 1917, le président du Conseil, Georges Clemenceau, est contraint de demander de l'aide à ses alliés américains. Il conclut le télégramme qu'il envoie au président des États-Unis, Woodrow Wilson, par cette formule célèbre. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède de l'essence aussi nécessaire à la victoire que le sang. Il est entendu. En moins de 3 semaines, la France reçoit plus de 40 000 tonnes de pétrole américain qui furent un atout majeur de la victoire des Alliés, conclue 1 an plus tard par la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Cet épisode est un épisode qui a porté ses leçons. D'une part, en 1918, il y a eu un monopole d'importation de l'État pour le pétrole. C'est important, nous sommes dans un pays qui a de tradition libérale. Or, pendant la guerre, l'État prend de plus en plus de pouvoir. D'autre part, les hommes comme Clemenceau, comme Henri Béranger, Louis Pinault, qui étaient préoccupés par cette histoire du pétrole, se sont dit qu'il fallait trouver une solution dans l'après-guerre. Donc la Première Guerre mondiale est une prise de conscience de la France vis-à-vis de sa fragilité quand le pétrole était absolument nécessaire et indispensable, en particulier en période de guerre. La France se lance alors dans une politique pétrolière volontariste afin de garantir son approvisionnement. L'occasion se présente 2 ans plus tard, en avril 1920, lors de la conférence de San Remo, quand est soulevé l'épineux problème de la Turkish Petroleum Company, une compagnie pétrolière à laquelle les Allemands étaient associés. Son origine remonte aux années d'avant-guerre, quand l'Irak était encore la Mésopotamie, l'une des provinces de l'Empire ottoman. Ces riches indices pétroliers intéressent alors un génial homme d'affaires d'origine arménienne, Calouste Gulbenkian. Avec l'accord du sultan de Turquie, il réussit à réunir 3 partenaires aux intérêts pourtant divergents. L'Anglo-Persiane, la Shell et une banque allemande, la Deutsche Bank. Mais avant d'avoir foré le moindre puits, la Turkish Petroleum entre en sommeil quand éclate la guerre. Tout change après la victoire, quand l'Empire ottoman, qui s'était rangé aux côtés des Allemands, est démantelé par les Alliés. Français et Anglais se partagent la dépouille du vieil empire. Les Français héritent des mandats de la Syrie et du Liban, les Anglais de ceux de la Palestine et de l'Irak. Se pose alors le sort de la Turkish Petroleum Company, dont les Anglais rêvent de s'emparer pour exploiter seuls les richesses pétrolières de leur mandat irakien. C'est compter sans les Français et leur frustration pétrolière. Au terme de négociations houleuses, la France obtient, au titre de dommages de guerre, la part allemande de la Turkish Petroleum, soit 25% des parts. Cette victoire débouche sur la naissance de la Compagnie française des pétroles, la CFP, l'ancêtre de Total. Les Américains, eux aussi, réclament et obtiennent de leurs alliés leur part du gâteau irakien. Un consortium dominé par les Britanniques se constitue alors, l'Iraq Petroleum Company, l'IPC. Il regroupe la Shell, l'Anglo-Persiane, la CFP, l'US Nedec. Chacune d'entre elles touche 23,75% des parts. Quant à Gulbenkian, il se contente en tant qu'intermédiaire de 5% des parts. D'où son surnom de Monsieur 5%, qui en fera l'un des hommes les plus riches de son temps. Ces accords signés, les travaux d'exploration commencent. Vont-ils confirmer le vieux rêve de Gulbenkian ? Après des dizaines d'expéditions géologiques infructueuses, les recherches se concentrent aux environs de Kirkouk. C'est là que le 14 octobre 1927, à 3 h du matin, un formidable grondement ébranle le désert.
Du puits de Baba Gourgour numéro 1 jaillit un flot de pétrole si puissant qu'il faut recruter 700 hommes pour endiguer la véritable marée noire qui menace la ville de Kirkouk. À cette date, l'Iraq Petroleum Company, l'IPC, entre dans une phase active. Dans l'euphorie de la découverte du premier gisement géant de l'histoire pétrolière moyenne-orientale, les patrons américano-anglo-franco-néerlandais de l'Iraq Petroleum Company conviennent de travailler en bonne intelligence dans toute la région. Encore faut-il en déterminer les frontières, à l'époque imprécises. On raconte que Gulbenkian, muni d'un gros crayon rouge, traça une ligne, la fameuse ligne rouge, le long des frontières de l'ancien Empire ottoman. À l'exception du Koweït et de l'Iran, elle incluait tout le Moyen-Orient, y compris la péninsule arabique. C'est-à-dire la quasi-totalité de l'Eldorado pétrolier, dont les gisements géants, les plus importants du monde, ceux en particulier d'Arabie Saoudite, restaient encore à découvrir. La naissance de l'Iraq Petroleum Company est le reflet d'une profonde mutation liée au pétrole que connaissent les pays industriels depuis la fin de la guerre. En particulier les États-Unis, premiers producteurs, exportateurs et consommateurs de pétrole du monde et qui conserveront leur suprématie jusqu'à la fin des années 60. L'automobile connaît alors un véritable boom grâce au formidable essor de l'industrie pétrolière, capable de fournir en tout point du pays un carburant bon marché et apparemment inépuisable. Bien que de moindre amplitude, l'Europe connaît elle aussi le même phénomène. La pression de la demande en pétrole s'accentue. Elle provoque, de part et d'autre de l'Atlantique, une compétition acharnée entre les majors et les compagnies indépendantes pour la conquête de nouveaux champs pétroliers dans les zones les plus reculées du monde. Dans cette chasse au trésor qui prend parfois des allures de campagne coloniale, un personnage de héros des temps modernes, à la fois savant et aventurier, connaît alors son heure de gloire, le géologue d'exploration. Un géologue pétrolier est à bien des égards un scientifique, mais pas de ce que l'on peut trouver dans un laboratoire. Il est à la fois un médecin et un détective. Il possède des informations et certaines connaissances, mais il doit être capable d'imaginer les liens entre ces bribes d'informations. En effet, il est impossible de voir ce qui se passe au centre de la Terre et de savoir ce qui s'est passé à l'ère jurassique. Il a donc besoin de pas mal d'imagination. De notre côté, il ne peut pas laisser libre cours à cette imagination et doit faire preuve dans son analyse d'une logique très rigoureuse. En fait, il cherche les réponses à des énigmes. Il n'a pas toutes les informations dont il a besoin, mais simplement des indications, des indices qu'il doit ensuite organiser. Pour en revenir à cette autre analogie, on peut dire qu'il est comme un médecin qui ausculte son patient. Il ne peut jamais être complètement sûr. Selon les critères de recrutement de l'époque, il fallait être jeune, robuste et célibataire pour postuler à la fonction de géologue pétrolier, tant les conditions de vie sur le terrain étaient rudes. Je me rappelle une fois, nous étions dans un petit village de l'ouest de la Colombie. À la fin de la journée, nous reprenons la route pour revenir au village. Et soudain, derrière un virage, nous tombons nez à nez sur 50 militaires colombiens qui pointaient leurs armes automatiques sur nous. Je me suis dit, oh, mon Dieu, quelle est la chose la moins agressive que je puisse faire là tout de suite? Par pur hasard, j'avais un sandwich dans la poche. Je me suis donc assis et j'ai mangé ce sandwich, me disant que personne n'aurait le cœur de tirer sur quelqu'un qui mange un sandwich. Finalement, un officier est venu vers nous et nous avons pu lui expliquer qui nous étions. Une fois de plus, on nous avait pris pour des bandits.
C'était pratique courante en Colombie de d'abord vous tirer dessus et ensuite de vous demander qui vous étiez. Nous avons donc eu de la chance. Malgré ce genre de péripéties, et même si cela peut paraître étonnant, notre vie était extraordinaire, car mon Dieu, nous étions libres. Je partais tout seul pendant plusieurs mois et travaillais avec des hommes remarquables. C'était passionnant et amusant à la fois. Et surtout, nous n'étions pas enfermés dans un horrible bureau avec ses chefs et tous les autres. Nous faisions ce que nous avions à faire et nous étions nos propres maîtres. Je pense que les gens qui vivent ce type d'expérience sont plus indépendants dans leur façon de penser et de se comporter. Alors, il ne leur est pas toujours facile de s'adapter dans les entreprises actuelles. Durant les premières décennies du XXe siècle, les géologues de terrain et leurs équipes multiplient les découvertes majeures dans les pays du Sud. Mais les dirigeants de ces pays, parfois à peine sortis du Moyen-Âge, sont bien entendu incapables de mesurer l'ampleur de leur richesse pétrolière quand ils négocient avec les représentants des majors. Dans les pays du Moyen-Orient et les pays producteurs de pétrole en général, ce qu'on appelle concession, en fait, c'était les accords signés ou parfois marqués de l'empreinte digitale d'un cheikh ou d'un émir par-ci par-là, pour que des sociétés étrangères viennent faire tout. C'est-à-dire, ils exploitent le pétrole de A à Z. Exploration, production, transport, raffinage, etc. Et en contrepartie, ils versaient à ces pays une certaine somme d'argent sous forme de redevances ou d'impôts. Mais au total, c'était des sommes en général ridicules. Pendant cette période de l'entre-deux-guerres, les majors consolident leur pouvoir tout en se livrant entre elles à une guerre acharnée. D'autant que l'abondance qui succède à la pénurie des années de guerre provoque l'effondrement des prix. C'est dans ce contexte tumultueux que les 7 plus puissantes majors du monde, 5 américaines et 2 anglaises, on les appellera plus tard le cartel des 7 sœurs, se réunissent en secret dans le cadre romantique d'un château écossais pour mettre fin à cette surenchère ruineuse. Les luttes de pouvoir entre les majors connurent des hauts et des bas. C'était comme ça. Et je crois que c'est Anthony Sampson, dans son fameux livre sur les 7 sœurs, qui cite, je crois que c'était Gulbenkian. En tout cas, il fait cette citation. Avec les compagnies pétrolières internationales, on ne savait jamais, vous savez, elles étaient comme les chats, on ne savait jamais si elles se battaient ou si elles faisaient l'amour. En 1928, Henry Deterding rassembla les dirigeants de certaines des autres majors pétrolières internationales dans un château en Écosse, dans un endroit appelé Ashnakari. En effet, la compétition était très violente sur les marchés internationaux et il y avait des problèmes de surplus dans les capacités de production de l'industrie pétrolière internationale. Et je pense que tout comme les ministres des pays membres de l'OPEP se sont réunis par la suite dans des conditions semblables afin d'essayer de réguler ce processus, le but de cette rencontre d'Ashnakari était d'essayer de contrôler la production, de contrôler l'industrie mondiale du pétrole afin que les prix restent stables et que le monde soit inondé de pétrole. C'est donc un cartel qui fut proposé à l'issue des accords d'Ashnakari. En fait, ces accords portaient principalement sur un système de quotas visant à maintenir les prix à la hausse sur les marchés clés. Pendant les décennies qui suivent, les pays producteurs du Sud vont tenter avec plus ou moins de bonheur de se libérer de l'hégémonie du cartel des 7 sœurs. Le premier en date sera le Mexique, un pays sous influence américaine, mais de tradition révolutionnaire. L'aventure pétrolière mexicaine commence pourtant sous d'heureux auspices. Dès le début du XXe siècle, le Mexique, riche en indices pétroliers, attire prospecteurs et spéculateurs, en majorité américains et britanniques. D'autant plus que le gouvernement moderniste d'alors rêve de voir se développer les ressources économiques du pays, à l'image du voisin américain. Pour encourager leur venue, il offre des avantages spéciaux aux compagnies pétrolières, comme la suppression des taxes à l'exportation ou l'exemption partielle d'impôts sur le capital investi.
Dans un premier temps, cette politique de porte ouverte permet le développement de la production pétrolière à un rythme vertigineux, amplifié par la découverte de nombreux gisements géants. Les majors, qui se conduisent comme en pays conquis, connaissent alors leur âge d'or. Mais la révolution mexicaine de 1913 à 1917 provoque un bouleversement dans les relations entre le gouvernement et les compagnies pétrolières, qui voient leurs privilèges remis en cause. La formation de la Confédération des travailleurs en 1918, puis celle d'un syndicat des travailleurs du pétrole en 1935, modifie les rapports de force au sein des sociétés pétrolières. En 1936, le syndicat présente un projet de convention collective prévoyant notamment une augmentation des salaires. Refus des majors au prétexte qu'elles ne font pas de bénéfices. La grève générale est déclenchée au milieu de l'année 1937, tandis qu'une commission d'experts gouvernementaux estime après enquête que la situation des majors est extraordinairement prospère. Le gouvernement exige que les revendications des travailleurs pétroliers soient satisfaites. Surestimant leur puissance, les majors s'obstinent dans leur refus. Nuestra contestación es definitivamente no. Puis c'est le coup de théâtre du 18 mars 1938. Dans un discours resté célèbre, le président de la République, Lázaro Cárdenas, grande figure de la gauche mexicaine, proclame la nationalisation des 17 compagnies étrangères anglo-américaines qui contrôlent l'industrie pétrolière. The President of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a explotar. Dans un grand élan de solidarité, le pays entier se mobilise pour venir en aide aux ouvriers du pétrole que les grèves ont acculés à la misère. La compagnie nationale Pemex, Petróleos Mexicanos, remplace alors les compagnies étrangères. Mais le Mexique va le payer au prix fort. En guise de représailles, les majors expropriés retirent leur personnel technique et ordonnent le boycott pétrolier à l'exportation. Puis elles se rabattent sur le Venezuela, à l'époque plus docile. La production s'effondre et il faudra 10 ans au Mexique pour qu'il retrouve sa prospérité pétrolière perdue. En 1938, les échos de la victoire du Mexique sur les majors sont vite étouffés par les bruits de bottes qui résonnent partout en Europe avec la montée des fascismes. L'Espagne, ravagée par la guerre civile de 1936 à 1939, sert de laboratoire au conflit mondial qui s'annonce, notamment pour l'Allemagne nazie, engagée aux côtés de Franco, dont la Légion Condor expérimente sur la ville de Guernica la tactique aérienne dite du tapis de bombe. Cet épisode tragique est le prélude à l'usage massif de forces mécanisées, notamment aériennes, durant la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, la maîtrise de la production de pétrole et de son transport devient un élément clé de la victoire. Malgré l'impressionnant déploiement de sa puissance militaire, l'Allemagne souffre d'un manque endémique de ressources pétrolières. Je crois qu'on pourrait soutenir à juste titre que l'avantage décisif des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale fut leur possibilité d'utiliser pour leur aviation du combustible à haut taux d'octane. Les Allemands en Europe n'avaient pas ce genre de combustible et dès le milieu de la Seconde Guerre mondiale, ils durent utiliser du combustible synthétique produit dans les camps de travail, tandis que les États-Unis à cette époque avaient des ressources pétrolières illimitées ainsi que la capacité de raffiner le brut pour en faire un combustible très efficace pour l'aviation. Et dans l'espace aérien de l'Europe en guerre, cela fut d'une importance cruciale.
La recherche allemande de sources d'approvisionnement en pétrole est l'une des raisons peu connues de la signature en septembre 1939 du pacte germano-soviétique. L'une de ces clauses prévoyant que l'URSS fournira d'importantes livraisons de pétrole à l'Allemagne nazie. Jusqu'en 1941, date de la rupture du pacte, 900 000 tonnes de pétrole de la Caspienne alimenteront l'effort de guerre allemand sur le front de l'Ouest. Après la campagne de France qui s'achève en 3 semaines par l'écrasante défaite de l'armée française, les Allemands se heurtent à une résistance imprévue des Britanniques qui les entraîne dans une guerre aéronavale ruineuse en carburant. Malgré cet échec à l'ouest, Hitler, contre toute attente, attaque à l'est en lançant ses troupes à l'assaut de l'URSS. D'après un historien allemand, la soif de pétrole fut certainement la principale motivation dans la décision allemande d'envahir la Russie. En tentant de conquérir le Caucase pour s'emparer des gisements pétroliers de Bakou, l'objectif de Hitler est double: priver les soviétiques de leur pétrole et s'approvisionner eux-mêmes afin de poursuivre leur avancée sur la route des Indes. La réaction foudroyante de l'armée rouge et sa résistance acharnée à Stalingrad mettent fin aux ambitions allemandes en 1942. La même année, l'offensive de Rommel en Égypte tourne court, faute de carburant. Il en va de même pour les Japonais tributaires des majors américaines. En juillet 1941, Roosevelt décide du gel des livraisons de pétrole au Japon. Comme le dit Churchill, le Japon, saisi à la gorge, se trouve devant un dilemme: s'entendre avec les États-Unis ou leur déclarer la guerre. Et ce sera la bataille de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. L'objectif des stratèges japonais est d'anéantir la flotte américaine afin de s'emparer des champs pétrolifères indonésiens. Cette écrasante défaite provoque l'entrée en guerre des États-Unis avec l'ouverture d'un 3e front dans l'océan Pacifique. La formidable puissance économique américaine se met alors au service de l'industrie de guerre. Le pétrole coule à flot. Une armada de tankers, de navires de guerre et d'avions fait la navette entre les États-Unis et l'Angleterre. En prévision du jour J, la Grande-Bretagne se transforme peu à peu en un gigantesque arsenal. Le débarquement de juin 1944 marque le sommet de la guerre industrielle ébauchée en 1917. Comme jamais, le sang et le pétrole coulent à flot sur les côtes normandes. Churchill pourra dire dans ses mémoires: à l'heure de la défaite des Allemands, la victoire des Alliés a vogué sur un océan de pétrole. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque les débuts d'un tournant dans l'histoire du pétrole qui prendra dans les décennies qui suivent des allures de course folle. Après la Deuxième Guerre, il y a un effort extraordinaire de reconstruction, bien sûr, un effort très énergivore, mais en même temps qui s'accompagne, juste après, d'une accélération de la croissance économique. Et qui dit croissance économique dit, encore une fois, augmentation de la consommation d'énergie et en particulier de pétrole. Le pétrole assoit sa domination en tant que source principale de l'énergie dans l'après-guerre, reléguant le charbon au 2e rang, et on a l'impression à l'époque que sa consommation va aller tellement vite que les réserves ne suffiront même pas pour y faire face. En 1945, cette relève économique spectaculaire des pays européens et du Japon, tant vainqueur que vaincu, s'amorce pourtant sur fond de ruines et de misère. Mais l'aide massive américaine, par le canal du plan Marshall, conjuguée à la volonté des gouvernements et des populations de sortir au plus vite des horreurs de la guerre, explique ce miracle. On l'appellera en France les 30 Glorieuses.
Malgré la guerre froide qui menace la paix du monde, la vieille Europe entre de plein pied dans la société de plein emploi et de consommation, à l'image de l'ami américain qui impose à la planète entière son modèle et ses mythes. La Jeep, le jean, le jazz, les cacahuètes salées des rations alimentaires des GI, la pin-up ambre solaire au bronzage caramel, le Technicolor balaient la grisaille et les peurs des années de guerre et d'occupation. C'est aussi la découverte émerveillée des dérivés du pétrole qui, sous forme de matière plastique, envahissent les maisons et les rues. Autre miracle de la pétrochimie, les tissus synthétiques qui triomphent en Europe. Grâce à l'ingéniosité des couturières frustrées par 4 années de pénurie, les parachutes fabriqués outre-Atlantique à des fins militaires se métamorphosent, la paix revenue, en chemisier ou en tailleur d'été. Le nylon devient alors symbole de modernité. Mais ce qui marque surtout le retour à la prospérité des pays européens et du Japon, c'est la démocratisation massive de l'automobile. Elle entraîne une véritable flambée de la consommation qui quadruple en 20 ans. Ce phénomène incite les majors à prospecter de nouveaux gisements dans les pays du Sud, en particulier au Moyen-Orient. C'est l'époque où ces pays, à peine sortis d'un long sommeil, cherchent les moyens de se libérer de l'hégémonie occidentale. Ils marquent les débuts de ce qu'on appellera bientôt le nationalisme pétrolier.